la boutique Le Caprivore, c'est une boutique physique où les gens se déplacent, mais on est aussi là, des gestionnaires de la boutique en ligne de Gaspésie Gourmande. Donc, si les gens font une commande sur la boutique en ligne de Gaspésie Gourmande, la commande arrive ici, on la prépare, puis ça part là, par Poste Canada partout au Canada. C'est difficile de ne pas aimer les produits de la Gaspésie. Règle générale, on les apprécie tous. Mais si quelqu'un a un produit qui ne se retrouve pas sur nos tablettes et qui est producteur, transformateur en Gaspésie, on va se faire un plaisir de l'ajouter. Tous les produits, soit la matière première vient de la Gaspésie ou a été transformée par un Gaspésien. On s'entendra que le café, ça ne pousse pas en Gaspésie, on n'a pas assez de volcans, mais il est torréfié ici. Il y a une touche gaspésienne, le savoir-faire d'un Gaspésien dans le produit. La boutique Le Caprivore, c'est une extension de la ferme Le Caprivore, donc pour nous permettre de vendre nos produits à la clientèle locale, aux gens de Bonaventure, de la baie des Chaleurs, de toute la Gaspésie, puis en même temps de permettre aux gens d'accéder aux autres produits de la Gaspésie qui ne sont pas tout le temps accessibles. Pour nous approvisionner, il y a plusieurs façons. On ne peut pas uniquement faire affaire avec un seul distributeur. Il y a autant de producteurs qu'il y a de modes de distribution. Donc, certains nous envoient leurs produits par la poste, d'autres viennent les porter directement. On fait affaire avec un ou deux distributeurs. Mais c'est vraiment un combat de tous les jours d'avoir l'entièreté, ou en tout cas la plus grande partie des produits de la Gaspésie. Mais ça fait partie du défi et du plaisir d'avoir une boutique comme ça. J'ai arrêté de prendre des abonnements le 27 avril du printemps. On s'était rendu à 300 abonnements de panier. Tu m'aurais demandé ça il y a un an, je t'aurais dit que c'est impossible. C'est impossible de vendre 300 abonnements de panier. Il y a peut-être une espèce d'effet de mode à cause de la crise de la COVID, tout ça, mais je pense qu'il y a quand même une vague de fond aussi où est-ce que les gens sont vraiment... La crise de la COVID, en tout cas, ça a généré une certaine prise de conscience, puis là, les gens passent de l'intention à l'action. Fait que là, ce printemps, moi, j'ai dû refuser du monde des abonnés de panier. Fait que l'hiver prochain, on va préparer un plan de production pour avoir encore plus de légumes disponibles. On va prendre plus d'abonnements. On va voir. Je pense que la plupart des consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits dont ils connaissent l'origine et dans lesquels ils ont confiance. Moi, en tout cas, mes légumes sont clairement plus chers que ceux du Maxi ou du IGA, puis je réussis à les vendre quand même. Donc, c'est la démonstration que quand on a un lien de confiance direct avec le consommateur, il y a moyen d'aller dégager un petit peu plus de marge. La main-d'œuvre ici, c'est 45 % du chiffre d'affaires. Fait que pour chaque 100 $, on dépense 45 $ en salaire, qui sont, dans le fond, c'est de l'économie circulaire parce que les clients nous achètent des légumes. On prend 45 sous du dollar pour payer des gens qui sont des travailleurs qui habitent la région, bref. Donc, ça retourne dans l'économie régionale. Est-ce que les grandes chaînes alimentaires ont un rôle à jouer dans l'autonomie alimentaire? Peut-être, ils pourraient. Ils sont vraiment bien positionnés pour le faire. Est-ce qu'ils ont la volonté réelle de le faire? J'ai fait affaire un petit peu avec des épiceries, généralement du backdoor qu'on appelle, là, donc quand on fait affaire directement avec le gérant de fruits et légumes. Ça dépend vraiment des personnes en place. Toutes les contraintes qui sont liées aux chaînes, là, au niveau de l'approvisionnement, il faudrait que les chaînes assouplissent un peu leurs règles d'approvisionnement. Puis là, peut-être que oui, on pourrait faire des affaires qui seraient équitables avec eux autres. Le problème que j'ai avec les grandes chaînes, c'est que toute leur mise en marché est basée sur la course vers le meilleur prix. OK, mais ça, c'est une course vers le fond. Tout le monde est perdant là-dedans, sauf le consommateur. C'est fantastique pour le consommateur que les légumes soient en spéciaux à l'année, et ainsi de suite, là. Mais souvent, moi, je vais faire l'épicerie comme tout le monde, là. Je vois les légumes, puis ils sont vendus en dessous du coût de production, même des producteurs spécialisés dans le conventionnel. Je vois pas comment on peut vendre la carotte à 10 cents la livre. Tu peux pas récolter de la carotte, l'emballer, la livrer, puis que le marchand se fasse une marge en vendant de la carotte à 10 cents la livre, ça se peut juste pas. Quand vous arrivez, vous voyez les 10 livres d'oignons à 3 $ l'automne, il y a des gens là-dedans qui ont perdu de l'argent, c'est 100% garanti. Mais les chaînes, eux autres, profitent de la situation pour attirer les consommateurs avec des prix qui sont pas viables à long terme pour les producteurs. Fait que faudrait qu'on change le rapport qu'on a avec ces marchands-là. Et plutôt que d'avoir un rapport où est-ce que les producteurs sont en position de faiblesse, il faut qu'on ait un rapport de force avec eux autres, puis qui acceptent de nous traiter de façon équitable, qu'on ne nous laisse pas tomber pour
quand la palette de produits équivalents venant de la Californie est 5$ moins cher. Là. Ça prend un commitment assez solide des deux côtés, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Fait que j'y crois plus ou moins, mais la balle est dans le camp des chaînes. Si les chaînes veulent faire affaire avec les producteurs locaux, ils veulent faire partie de la solution, les producteurs sont ouverts. On ne l'a pas encore fait, j'avoue, sur la MRC. C'est un travail qui reste à faire. Mais il faudrait vraisemblablement aller discuter avec les gérants des épiceries locales ici, dont plusieurs ont déjà montré de l'ouverture. Puis, les épiceries, ce sont des entreprises commerciales, donc il est évident que si elles voient qu'il y a un intérêt de la part du consommateur, elles vont s'ouvrir à ça. On avait commencé déjà à le voir sur certains rayonnages dans certaines épiceries. Maintenant, elles aussi, elles ont leurs propres règles internes, ou celles qui viennent de leur bannière, qui leur rendent les choses plus difficiles. Elles ont aussi des attentes vis-à-vis des producteurs en termes de volume ou de qualité. Donc il y a des choses à faire. Je sais également que Gaspésie Gourmande est en train de lancer, si ça n'a pas déjà commencé, une campagne d'achat local qui va s'adresser entre autres aux épiceries et aux distributeurs, donc ils vont les contacter là-dessus. Donc il y a un travail à faire. Je pense qu'ils sont pas fermés, mais ils ont des exigences qui ne sont pas toujours compatibles avec les produits. Et puis quand on parle de distribution, moi je rappelle toujours que quand on peut travailler en circuit court, on garde une plus-value un peu plus importante pour le producteur et parfois un meilleur coût également pour l'acheteur. Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Les épiceries restent un lieu prépondérant, très essentiel pour l'alimentation des gens, mais le circuit court est à développer. Est-ce qu'on fait une stratégie d'identification des produits en les mettant dans les rayonnages en général, c'est-à-dire qu'on met les concombres de la Gaspésie à côté des concombres d'ailleurs, ou est-ce qu'on doit faire des rayonnages spécifiques? Tout le monde n'a pas le même avis sur l'efficacité de la chose. Est-ce qu'on doit faire une gondole, une partie de rayonnage typiquement local, ou est-ce qu'on doit le mélanger? Le catalogue de Gaspésie Gourmande, vous allez voir que les produits transformés sont plus nombreux que les produits bruts, que les entreprises de transformation sont plus nombreuses. Sur la côte de Gaspé, on a beaucoup plus d'entreprises enregistrées comme transformateurs que comme producteurs. Dans les faits, c'est ça qu'on constate. On a une quinzaine de producteurs agricoles enregistrés au MAPAC. Sur la côte de Gaspé, on a davantage de transformateurs. Donc je crois effectivement qu'il y a un avenir et puis qu'il y a une plus-value à faire qui est intéressante ici. Puis c'est une manière de prolonger le produit. On a un potentiel effectivement de transformation qui est intéressant et qui lui se marie relativement bien avec l'idée de pouvoir utiliser au local et à l'exportation. Ce qui est déjà plus difficile pour des produits agricoles bruts si vous n'avez pas assez de volume. Et ça c'est pas grave. On les mange localement ou on les transforme localement pour les vendre à l'extérieur. Le côté exportation, que ce soit au niveau national ou au niveau international, c'est un bon moyen de rentabiliser nos entreprises, de les sécuriser. Et si on les sécurise, on vient de sécuriser aussi la production locale. Donc c'est pas, pour moi, je les oppose pas. Moi, je n'oppose pas les deux aspects. Je pense que dans une stratégie d'entreprise, c'est très très bien d'avoir les deux. Avec ce qui s'en vient au niveau de la commercialisation chez Gaspésie Gourmande, c'est sûr que notre principal, là, au départ, on va commencer avec la restauration détaillante, mais on a le segment de marché institution. Je pense qu'il y a une volonté. Peut-être que c'est plus facile pour des plus petites institutions. Quand je pense à un CPE c'est plus facile peut-être de rentrer parce qu'avec l'institution comme des hôpitaux, c'est des appels d'offres. Il faut rentrer dans un principe un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il faut un éléphant, ça se mange à la petite bouchée. Donc, on pourrait commencer, mais il y a déjà des travaux qui ont été faits, qui sont un peu sur pause. Puis, j'aimerais bien qu'on poursuive. Et là, le gouvernement vient tout juste de lancer une stratégie d'achat d'aliments québécois dans les institutions. Ils ont lancé ça la semaine dernière. Donc, nous, on voit que c'est une belle suite du travail qui a été fait. Et là, c'est vraiment pour venir appuyer les institutions. Ce volet-là, il n'était pas là la dernière fois. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle suite. Pour leur permettre de travailler sur leur menu. Comment ils peuvent, parce que c'est quelque chose pareil, là, de changer les menus, de t'approvisionner au niveau local. Donc, il y a vraiment une belle ouverture là où le gouvernement va demander aux institutions d'augmenter, de se donner une cible de produits locaux à atteindre d'ici 2025. Puis, on a des institutions, il y a des CPE sur le territoire qui le font.
qui utilisent l'avoine nue de la minoterie des Anciens, puis le bœuf gaspésien de bœuf Gaspésie, puis qui utilisent les légumes d'ici. Il y en a qui le font. Donc, je me dis tout le temps, si elles sont capables de le faire, puis que ça marche dans leur budget de CPE, et il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Elles en font la démonstration. Elles peuvent le faire, puis elles arrivent dans leur budget. Mais elles font des choix, c'est sûr. Il y a des fois, elles vont choisir telle chose, puis elles serviront. Mais on a des super bons ambassadeurs de ce côté-là. Donc, il faut voir qu'on les utilise pour faire connaître comment ça peut se passer. BD Saveurs, c'est un regroupement, c'est un collectif de producteurs de la baie des Chaleurs. C'est 6 producteurs maraîchers biologiques qui se mettent ensemble pour faire la mise en marché de leurs produits à contre-saison. Donc, la baie des Saveurs, ça a ceci de particulier qu'on opère seulement du début novembre au début mai. Donc, à contre-saison avec la saison de production. Puis en 2010, ils se sont dotés d'une plateforme de commerce électronique. Puis maintenant, plutôt que de le faire par téléphone, les gens passent leurs commandes sur Internet. Et puis, c'est livré dans un point de chute qui lui-même est opéré par un des 6 producteurs. Est-ce que la baie des Saveurs pourrait devenir comme Pan gaspésienne? Oui, ça pourrait. Nous autres, on a toujours la politique informelle à ce sujet-là, c'est que si on ouvre des points de vente dans d'autres régions, on aimerait s'associer avec des producteurs de cette MRC-là pour nous servir de photos comme pour la mise en marché dans ces coins-là. On aimerait. Je pense que tous les producteurs membres du collectif là, sont comme ouverts à l'idée là, de prendre un petit peu d'expansion au niveau de la péninsule, mais on est toujours évidemment limité par nos stocks. Donc, si on n'a pas grand-chose à vendre, ça ne sert à rien de développer des marchés à l'extérieur de la baie. Baie des Saveurs, ça a vraiment comme une vocation de mise en marché de proximité puis de proximité avec notre clientèle. Là. Notre mission, c'est spécifiquement de faire rejoindre les producteurs de la baie des Chaleurs avec les consommateurs de la baie des Chaleurs pour étendre ça à l'ensemble gaspésien. Mais si on était pour sortir des légumes gaspésiens vers les grands centres, je pense qu'on aurait besoin d'un autre type de structure de mise en marché pour ça. Il faut des produits pour ça. Quand on n'a pas les produits, de type les produits maraîchers, les fruits, etc., il reste des produits transformés qui sont déjà souvent accessibles sous d'autres formes. Donc, il faut le regarder. C'est sûr que ce serait idéal d'avoir un marché permanent, comme on peut en voir en Europe. Mais l'affaire, c'est d'avoir le volume de produits pour le justifier. À l'heure actuelle, ça ne se justifie pas à l'heure actuelle, sauf dans des marchés ponctuels, style marché de Noël, ou etc. À tout ce qu'on pourrait faire ensemble sur des produits qui sont un peu déclassés et qu'on peut transformer localement, par exemple dans nos réseaux de cuisine collective, pour rendre ces aliments-là à des coûts tout à fait abordables pour des populations qui ont moins d'argent. Moi, j'ai plus le souci de voir si cette mouvance du local peut profiter à tout le monde, même si je suis sensible à l'idée de développer des produits de très grande qualité gustative ou particulière, très typée. Je pense que c'est complémentaire, mais on s'intéresse beaucoup à savoir comment faire en sorte que toute cette alimentation saine et locale puisse profiter à tout le monde et puisse profiter au plus grand nombre. Je pense que c'est la base un petit peu de notre démarche dans la MRC. Ça ne peut pas être juste des produits de luxe, sinon on va revenir à une vision d'exportation pour aller chercher des marchés de gens qui ont les moyens, mais on va se décoller de notre objectif premier qui est de nourrir la population, nourrir notre monde.